Salut les mordus, 5e saison de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast. 37e épisode, Raymond. Eh oui, déjà. Incroyable, 37 épisodes, 5 saisons. On a encore des invités incroyables cette saison qui s'en viennent. Donc, restez à l'écoute. Je vais vous présenter tout de suite les deux premiers invités de la 5e saison. Pierre-Luc Ouellette de Juste du pain et Jeffrey Pietriello, je ne me suis pas trompé, de GI Capital. Et l'autre entreprise, c'était Liquidation. Expert liquidateur. Expert liquidateur. On va commencer par Pierre-Luc. Pierre-Luc, on s'est connus à peu près en 2015-2016. Ouais. On a eu bien du plaisir ensemble. On a voyagé ensemble. Même chose avec Jeffrey. Parle-moi un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Puis d'où ça part, là, ton succès? On a quand même une famille, les deux, entrepreneuriale. Je te dirais, les parents ont toujours été, là, je parle pour les deux, mais de mon côté, mon père a toujours été entrepreneur. Il a vagué sur plusieurs domaines, mais en 2008, j'ai parti l'entreprise avec mon père qui s'appelle Juste du pain. On est fabricant de revêtements extérieurs. Donc 2008, ça fait quand même 16 ans? Oui, ça va faire 16 ans en octobre qu'on a commencé ça. Puis à travers de tout ça, ça a été un mentor. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai repris le lead de l'entreprise dernièrement. Puis ça va vraiment bien. Il y a des up and down dans l'entrepreneuriat, comme tout le monde le sait, mais on surfe sur une belle vague avec une bonne business. Il y a une chose est sûre, c'est qu'on vous voit partout. Juste du pain, là, c'est vraiment exceptionnel. Merci. De ton côté, Jeffrey, ton parcours entrepreneurial, ça vient du père, de la mère? Moi aussi, mon père a toujours été dans le monde des affaires, mais on a toujours été dans le monde compétitif. Tu sais, plus jeune, j'ai fait de la course de karting longtemps. J'ai commencé à l'âge de 8 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans. Fait que ça te forme, mettons, à être discipliné, tout ça. Fait que j'ai comme apporté ça dans le domaine entrepreneurial. Fait que tu as tout à fait raison, un domaine entrepreneurial, le sport et la compétition, souvent, là, c'est relié la discipline, la constance, on en a parlé tantôt avant le podcast, c'est la base. Puis après ça, une fois que j'ai arrêté les courses en 2007-2008, parce que comme on sait tous, c'est un sport qui coûte cher. Tu as bien beau être le meilleur, mais si tu manques de fonds, t'arrêtes. Fait que j'ai commencé à travailler. Là, ma première vraie job, j'étais conseiller aux ventes dans un dealer de véhicules récréatifs. Tant qu'à moi, ça, c'est une des meilleures écoles que tu peux faire. Là, apprendre à gérer des problèmes, gérer le stress, des clients pas contents, tout ça. C'est un domaine compétitif. C'est un domaine compétitif. Puis après ça, j'ai eu la chance, je me suis fait inviter par Pierre-Luc justement de faire un cours de Jocelyn. Là, ça s'appelait dans le temps « Comment utiliser le prêt privé ». À son avantage. À son avantage. C'était une soirée, une coupe d'heure, puis cette soirée-là, ça a changé ma vie 100%. Super, ça. Qu'est-ce qui s'est passé qui a changé ta vie? T'as dit une coupe de... Tu sais, souvent ils disent qu'il y a des pépites d'or que t'entends dans des soirées, puis c'était comment utiliser le prêt privé ou utiliser, en parenthèse, les sous des autres. L'effet levier. L'effet levier. Regarde, si tu permets, prépare ton histoire vraiment sur qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Parce que j'ai le goût de demander à Pierre-Luc avant... Quand tu t'es présenté, tu as dit que ton père a été un mentor. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Compare, moi et mon père, on se parle tout le temps comme si on serait des chats de ruelle. Là. Tu sais, Jocelyn, ça en est un. Un chat de ruelle? Mais ça. C'est bon. Qui ne rentre pas dans sa ruelle, dans ton père raffiné. Pourquoi je dis ça, c'est que. Tu sais, des fois, moi, je suis à l'aise de le dire, mon père aussi. On n'est pas des gens qui ont été à l'école extrêmement longtemps. Ouais. On a appris sur le tas. Pourquoi je dis mentor? Parce que mon père aussi est parti en affaires très tôt dans sa vie, comme à 20 ans, 19 ans, je pense. Puis il s'est frappé le nez souvent. Puis à un moment donné, quand tu dépasses les 60 ans, mettons, tu prends moins de risques. Mais là, moi, c'est plus... c'est rendu que c'est moi qui ai l'énergie et plus lui. Puis lui, il veut pas que je fasse les erreurs peut-être que lui a déjà faites. Exact. Puis quand je dis mentor, c'est juste des fois de guider. Tu peux faire des bonnes... En reprenant le lead de l'entreprise, on a des bonnes idées pour les prochaines années de croissance. Mais des fois, tu veux pas faire les erreurs que lui a peut-être faites à 20, 25, 30 ans. Puis quand je dis mentor, c'est un mentor, mais un partner aussi. Puis il est moins en moins au bureau, mais... Chaque soir, il faut que je l'appelle. Chaque décision importante, il faut que je l'appelle. C'est comme une validation qu'il soit là ou pas là. Mais c'est important de pouvoir valider dans la vie. Hein? Ouais, parce que quand on est seul comme entrepreneur, puis c'est le fun de voir que vous êtes souvent en équipe, mais quand on est seul comme entrepreneur, c'est ce point-là, la validation. Est-ce que je fais le bon move? Et là, si tu n'es pas sûr que tu fais le bon move, tu peux y aller un petit peu de reculons. Puis ça peut être dangereux parce que tu le feras pas à pleine vitesse. C'est comme quand tu rentres dans un virage. Si tu ne rentres pas comme il faut, tu ne rentres pas comme il faut. Il faut vraiment que tu prennes la curve qui arrive de la bonne façon. Même chose en entrepreneuriat. Quand il y a un move à faire puis qu'on est hors de notre zone de confort,
ben, tu peux pas le faire à moitié, le move. C'est ça, si tu le fais à moitié, tu vas te casser la gueule. Exact. Donc, de là, la validation du mentor qui l'a déjà vécu va être très importante. Ouais. Donc, Pierre-Luc, manifestement, tu as de la drive, tu as de la passion, et en dépit de tout ça, tu es coachable. Ben oui. Parce que c'est bien d'apprendre de nos erreurs, c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Ouais. Et tu as cette ouverture d'esprit-là de... Étant donné que le succès laisse des traces, ben les traces que ton père a laissées, t'en profites. Oui, puis il faut que tu sois à l'écoute. Tu peux avoir une idée, j'ai vu que ça hier. J'ai une idée de croissance pour une entreprise qu'on veut acquérir ou peu importe qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Puis tu parles à une banque, tu parles à un courtier, tu veux des avis, tu veux des experts, tu veux savoir. Quand tu connais pas quelque chose, on a commencé en immobilier, on ne connaissait rien. Dans l'entrepreneuriat, tu grossis, tu apprends au fur et à mesure. C'est pas comme avec un docteur, puis tu sais tout d'avance. Fait que, puis hier, ma situation a changé sur ma vision. Je vais retarder peut-être de quoi de 6 mois, 1 an, pour pas en parler, mais il faut que tu sois à l'écoute, même si tu dis, je sais que c'est ça que ça prend. 1, de la patience. 2, à l'écoute. Puis 3, ben, il faut que tu t'écoutes ton instinct. La fameuse patience. C'est entrepreneur, surtout dans l'immobilier. Hein, des gens qui ont de la drive, ça va pas avec la patience. Des gens qui sont TDAH, ça va pas avec la patience. Fait entrepreneur puis patience, c'est très difficile. Je pense que c'est un des skills les plus difficiles à maîtriser. Là, drôle de timing, messieurs, parce que justement, ce matin, la journée où on tourne ce podcast, j'ai posté sur mes médias sociaux que la patience te permet de rêver plus grand. Oh my God, ben oui. Ça fait vrai. On en parlait hors zone, mais la vie entrepreneuriale, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Là. C'est ça. Fais une étape à la fois, puis recule pas. Là. Les grands de ce monde disent avance, mais recule pas. Buffett dit prends pas d'argent, c'est la première règle qu'il faut pas que tu fasses. D'en perdre, fait que... t'as raison, Jocelyn, c'est vraiment la passion. Il y a beaucoup plus de bas que de haut. Là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Il y a eu au moins 8-9 bas pour un haut. Là. Un beau high. Là. Puis, le high, il vaut la peine. Si tu le célèbres trop fort, il te ramène dans un down. Le lendemain, t'as une brique c'était important de rester humble là-dedans. On va revenir à ton histoire, Jeffrey. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allé faire le cours que Jocelyn donnait dans ce temps-là. Puis comme je disais, ça a changé ma vie complètement. Là. Puis il y a des affaires que j'ai appris dans cette soirée-là, puis que je pense que c'était au mois de mai-juin. Puis je pense le 15 octobre, on a noté notre premier immeuble. Un 6 logements à Boisbriand. On a passé à travers l'été à prospecter, à regarder qu'est-ce qu'il faut. On a commencé à faire des... On a ramené le listing le soir, je me rappelle. Là, j'étais comme, ça me prend une validation. On parlait de mentor, le petit switch qui manquait. Tu sais, Justin, encore aujourd'hui, je l'appelle des fois, j'ai des questions, il me guide, il nous guide. Il y a on a un call régulièrement là, sur vos beaux projets qui font avancer. Fait que ça, c'est pour l'immobilier. Fait qu'on a continué là-dedans, puis toujours dans le but d'optimiser les immeubles. Vous êtes rendu à quel âge pour le fun? 37. 36. 37. Plus de 100 portes depuis le mois de novembre. Exact. Chacun un ou plusieurs entreprises. C'est ça. Ça va quand même bien. Oui, vraiment. Ce qui a aidé aussi pour rapport à l'immobilier, là, on va faire une petite anecdote, mais c'est de déléguer. Et non de tout le temps essayer de gérer toi-même. Nous, la journée là, qu'on engage, ma soeur Amy, qui s'occupe du parc à temps plein, là, de la gestion, tout ça, là, ça nous a permis de, pas d'exploser, mais de grandir beaucoup plus vite. Parce qu'au lieu de réparer un tuyau qui coule, tu appelles Justin pour un conseil, puis tu essaies d'en acheter d'autres. Puis mais de là, ne pas travailler dans l'entreprise, mais pour l'entreprise. Exactement. Focus sur la croissance et non sur le day-to-day. C'est la même affaire dans n'importe quelle sorte de business. L'immobilier, ça en est un, mais l'immobilier, moi, je compare tout le temps ça. Le monde dit des locataires, c'est compliqué. Non, c'est des clients. Exact. Moi, si gérais chez Juste du Pain, là, 200, 300 clients qui arrivent avec un chèque le premier, je te garantis que je serais content d'avoir ça. Ça arrive pas. Ça arrive pas. J'arriverais avec les billets. Dans le commerce au détail, t'en as pas de ça. L'immobilier, c'est la plus belle repeat business. Tu t'entends minimum sur un terme de 12 mois. Mais tu sais, moi, j'ai eu des locataires pendant 10, 15 ans. Oui. Ils m'ont donné chaque premier du mois une partie de leur revenu. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Il faut que tu l'apprécies. Puis ça vient avec une part de responsabilité. Mais pour en venir au délégué, tu bâtis ton équipe, tu focuses sur la croissance d'entreprise, peu importe la grosseur de l'entreprise. Puis focus pas sur le day-to-day. Là, c'est intéressant. Là. Déléguer, ça a l'air facile la façon que tu le dis, là, mais comment ça s'est passé? Comptez-nous ça, boys. Comment... Moi, je vais faire une parenthèse où ça a été vraiment un breakthrough. J'ai eu un accident de bateau en 2020. Okay. Je failli perdre ma jambe, puis une partie de ma jambe, puis du jour au lendemain, je suis plus là. Je gérais toute la business, puis dans ce temps-là, on n'était pas vraiment automatisé dans l'usine. On avait 50 personnes travaillant, nous autres, dans l'usine. C'est une fourmilière à 7 h du matin. Jour au lendemain, je suis plus là. 8 mois de temps, ça me prend avant de revenir. Un cadeau mal emballé. Un très beau cadeau. Parce que quand tu le regardes, j'en ai des frissons à le dire, là, mais quand tu le dis de la bonne façon, puis tu y penses,
du jour au lendemain, je me suis rendu compte que je n'étais pas indispensable. Mm-hmm. Puis les gens à l'interne étaient bons. Les gens à l'interne T'es trop meilleur dans ce temps-là. ont développé une indépendance parce qu'ils n'ont plus besoin. Ils faisaient déjà la job avant. Fait que la journée t'es revenu, ils ont dit qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je suis content. Puis quand des fois, ils me disent t'es pas obligé de venir, ben, je m'en viens checker. Là, mais moi, ça m'a donné confiance, à déléguer, parce que des fois, tu veux jamais lâcher prise. Puis en même temps, l'équipe se sont rendus compte qu'ils étaient capables de le faire sans avoir ma validation. Fait que moi, je suis là pour aider à amener des idées, améliorer les challenges. Travailler sur la business et non. Puis eux, ben, sont autonomes parce qu'un jour au lendemain, ils se sont rendus compte que si Pierre-Luc n'était plus là, on était capable de le faire pareil. T'sais. Exact. Fait que les deux groupes, là, autant toi que ta gang, ton équipe, vous avez découvert des choses sur vous-même. Puis encore du monde, là, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Puis encore du monde aujourd'hui qui sont là dans l'usine, puis qui débutaient dans la structure, puis c'est rendu des cadres, puis ils ont gagné en confiance. Puis moi, j'ai gagné en confiance avec eux autres là-dedans. Là. Mais souvent, quand tu laisses aller comme ça aussi, tu sais, de mon expérience, quand tu es toujours par-dessus l'épaule de quelqu'un, elle va toujours attendre que tu viennes. Dépendante de toi. Mais à un moment donné, si tu n'es pas là, elle va faire comme, ben si je travaille pas, j'aurai pas de paye à un moment donné. Là, c'est clair. Donc, ils prennent de l'autonomie, puis ils finissent par se faire leur propre routine. Puis, tu sais, souvent, c'est difficile pour un entrepreneur de faire ça parce que, je ne dis pas qu'on n'est pas égal entre entrepreneur et employé, sauf que l'entrepreneur, lui, va aller beaucoup plus vite. Il y a des visions. Il pousse. C'est jamais assez vite. Tandis que l'employé, lui, il fait 9 à 5, mais 9 à 5, ça prend un petit bout pour déclencher au matin, puis à la fin de la journée, il est déjà rendu qu'est-ce que je vais faire entre chez nous. Fait, mais si on apprend à vivre avec ça, c'est sûr que ça va bien aller. Puis il ne faut pas s'attendre que tout le monde pense comme nous, parce que s'il serait comme toi, il y aurait peut-être. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut que tu calibres tes attentes, puis tu les accompagnes là-dedans. Laisse-les patiner. Ouais. Il va se casser la gueule des fois. Comme toi, tu te casses la gueule en étant entrepreneur. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon gars à 4 ans. J'ai mis sa glace, il est tombé assis, il s'est mis à pleurer, je me suis viré de bord, je suis parti. C'est la meilleure manière d'apprendre. Il a patiné. Oui, il joue encore. 20 ans plus tard. 22 ans plus tard. Non, mais je me rappelle, on se voyait plus il y a 2-3 ans. Mais c'est ça qu'on disait. Je pense pour un entrepreneur, c'est un des plus gros défis, c'est de déléguer. Une fois que tu as appris à faire ça, là, après ça, tu peux grossir plus vite. Parce que souvent, tu fais du micromanagement au début. Je pense que ça, c'est une des affaires qui est le moins... comment je peux dire ça? Constructif. Ouais. Quand tu es dans ta business, tu essaies de tout faire toi-même. Là, tu travailles dans la business au lieu de travailler... C'est pas parce que tu es bon à faire quelque chose. Non, c'est d'engager quelqu'un qui est meilleur que toi. Que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Exact. Meilleur que toi, tant mieux. Mais même que... Si la personne fait la tâche à 80% d'efficacité. 80-20. Ça, c'est j'utilise souvent cette règle-là, 80-20. Si c'est 80% bon, là, c'est correct. Pierre-Luc, tu es sûrement dans l'entreprise Juste du pain un des meilleurs. Ben, j'ai tout fait les dossiers, c'est sûr, certain. Là. Parce que c'est ton bébé, parce que c'est une entreprise familiale, parce que tu étais là avant bien du monde. Ouais. Ça veut pas dire que c'est toi qu'il faut qu'il fasse tout. Non. Là, je suis à la recherche des gens meilleurs que moi. Oui. Quand j'engage un directeur des ventes ou un directeur d'usine, il faut qu'il m'apprenne quelque chose. Okay. Je suis rendu à cette étape-là. C'est le fun à apprendre. On a réglé des problèmes dans l'usine. On a trouvé quelqu'un qui est meilleur que nous autres dans l'automatisation. Je suis comme, my God, que ça fait du bien. C'est le fun de s'entourer de talent de même. Là. C'est vraiment un luxe. C'est là que tu as l'impression que ça tous les efforts que tu as fait à apprendre sur le tas, à faire des erreurs, toutes ces années-là, parce que tu parlais, c'était quoi, 2007-2008, tu as commencé? 2008, oui. Ça fait 16 ans déjà. Ouais. Et là, tu t'es rendu à l'étape où est-ce que tu as passé à travers tout le cheminement qu'il fallait pour bien connaître ta business. Tu es capable de te sortir de la business puis travailler sur l'entreprise, puis mettre les personnes en place qui sont encore meilleures que toi à faire les choses, puis qui vont t'amener des idées que tu n'aurais pas eues parce qu'ils ont une expérience différente. Puis, mon expérience a pris... Ma situation, on est tous uniques dans notre situation entrepreneuriale. Moi, ça a pris ce temps-là à cause des up and down de whatever, ce qu'on vit, mais tu peux faire ça dans 3 ans. Sauf que généralement, ça prend du temps. Ah oui, c'est sûr. Pas de succès du jour au lendemain. Souvent, on dit ça prend 3-5 ans avant qu'une entreprise devienne rentable. C'est pas vrai. Ouais. Ça prend 3-5 ans avant que tu te pètes frappe ton premier dos d'or dans 3 ans. Tu sors la tête de l'eau après 3-5 ans, exact. Là tu es capable de manager, tu respires, mais tes gros défis vont arriver là. C'est là que tu vas dire ça passe ou ça casse, puis ça va plus loin. Souvent, ça vient avec une deuxième étape de croissance. Tu plafonnes peut-être après 3, 4, 5 ans, là, tu dis là, je suis dû pour un autre. C'est comme une acquisition d'immeuble ou une croissance d'entreprise. Là, ça se peut que tu te frappes le nez. Là.
Mais j'aime que tu parles de croissance parce que, tu sais, il y a une règle, c'est tout ce qui arrête de croître va mourir. Oui. 100%. Fait que si t'arrêtes c'est ça. Fait que si tu arrêtes de croître autant au niveau personnel, au niveau éducationnel, au niveau entrepreneurial, au niveau familial, tu sais, les couples qui arrêtent de croître ensemble, qu'est-ce qui arrive? Ils se séparent. Ils ont des visions différentes, ils prennent des chemins différents, puis à un moment donné, ça brise. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nerd. C'est sûr que tu descends ou tu montes. J'avais lu l'article là, de quand Guy Laliberté avait vendu le Cirque du Soleil. Ça m'a tout le temps marqué à vie. Là. Puis il dit, au niveau ce qui était rendu, il dit, je voyais plus qu'est-ce que je pouvais amener pour faire croître l'entreprise. Puis il dit, il n'y a pas d'entreprise qui flatte. Il dit, c'est soit que tu vas en bas ou tu vas en haut. Puis ça m'a drivé depuis ce temps-là. Puis j'en reparle encore souvent avec mon père. On ne peut pas comme s'asseoir pour surfer. On a tous vu, en tout cas, dans mon domaine, la COVID a été très bonne pour la construction. Fait qu'on a croître sans vraiment travailler. On aurait pu fermer le showroom puis ça marchait. Là. Puis là, à un moment donné, tu t'assois sur tes lauriers. Puis là, toute l'équipe des ventes devient paresseuse. C'est facile. Tout le monde, depuis un an ou deux, là, la réalité a frappé. Mais dans le fond, c'est quand tu facile, tu t'en vas par là puis tu le sais pas. Tu comprends? Là, tu repayes sur le gaz. C'est un mauvais maître. Exactement. C'est une bonne phrase, ça. Ouais. Succès est un mauvais maître. Wow. Jeffrey, oui. 36-37 ans maintenant, donc ça fait plusieurs années que tu es entrepreneur et même immopreneur. Qu'est-ce qui t'a frappé d'en face? Là? Qu'est-ce que tu as appris que tu n'avais pas vu venir? Bien, dans le fond, je pense qu'en affaires, c'est d'être capable de trouver des solutions parce qu'à la journée longue, dans la situation où je suis, je fais juste régler des problèmes. Mais moi, j'ai vraiment une citation que j'ai modifiée de Winston Churchill qui dit... un bon immopreneur ou entrepreneur, c'est quelqu'un qui va surfer de problème en problème en gardant une bonne attitude. Parce que si tu deviens fâché à chaque fois, si ça te sort de ta zone, si tu deviens irrité à chaque fois, il faut t'accueillir le problème avec gratitude pour commencer. Puis après ça, tu le règles le plus rapidement possible sans régler à moitié. Exact. Pas un plaster, règle le problème au complet. Puis fais-le avec gratitude parce que ça te permet d'aller à la prochaine étape. OK, je te dis comme ça a de l'air facile, là, mais... Ouais, c'est ça. Des fois, tu enlèves les émotions, mais c'est une... des fois, tu mets des mots de Jésus en place aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est de gérer, de bien prendre les problèmes. Tu t'attendais pas tant que ça? Tu n'avais pas vu l'ampleur que... Je pense que tu peux jamais être prête à ça. Tu le vis, puis tu t'adaptes, puis tu te rends compte que ça fait partie du quotidien maintenant. Là. À cette heure, je reçois un appel, puis je m'attends... Je suis prêt à régler un problème. C'est rendu ça, là, parce que dans le fond, on a l'immobilier, qui est ma soeur qui gère beaucoup, qui nous donne un bon coup de main. Fait que 90% des problèmes, on n'entend pas parler. Exact. J'ai des magasins de liquidation à Repentigny qui va quand même bien, ça j'ai ça avec mon père. On a une piste de karting à Tremblant aussi. L'académie s'appelle l'Académie Tag Karting avec des partenaires, Alexandre Tagliani. Fait que ça, c'est un gros défi. Vous avez votre podcast avec Alexandre aussi. On a le podcast Sans Limite aussi. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu n'étais pas conscient? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi que j'étais pas conscient? Justement, de régler des problèmes puis de trouver des solutions rapidement. Puis je me rends compte que j'aime ça. C'est ce qui me challenge à tous les jours, qui me rend de... Mais là... C'est du sadomasochisme, mon affaire. Des fois, il m'appelle, il dit « ça va bien, là. » Il dit « il y a de quoi que des fois, 2-3 jours sans affaire, je suis comme « il y a quoi qui va arriver, là. » Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui disait hey, « moi, j'aimerais ça faire de l'immobilier, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça me lancer en affaires, mais j'ai pas le temps. Ma job prend tout mon temps. » Parce que là, on s'entend deux entreprises, une piste de karting, une famille, des gens autour, des enfants. Vous prenez le temps de prendre des vacances quand même. Vous faites un podcast. Ça fait un horaire qui est hyper chargé, mais on entend souvent les gens qui disent, puis c'est souvent les gens qui vont écouter les podcasts pour s'inspirer. Ah, j'ai pas le temps, ça marche pas, mon horaire, ma job prend tout mon temps. C'est simple. Je pense qu'il faut le faire, mais enjoy the process, qu'ils disent. Il y a des hauts, des bas, puis tu vois du long terme, puis il faut pas tout t'attendre à avoir du succès au jour au lendemain. Là. Ça prend du temps. Là. Deux choses, fallait pas pour l'argent, fallait parce que t'aimes ça. Tu vas travailler 7 jours sur 7. Tu vas atteindre bien plus loin que les autres. Moi, le week-end, des fois, je m'en vais à la piste de kart. Ben oui, des fois, il y a des troubles. Mais je m'amuse peut-être 80% du temps. J'ai travaillé 3 jours là-bas, tu comprends? Le monde, comment t'as fait? Mais je me suis amusé aussi. Je fais le podcast, c'est une passion, faire du karting. C'est parler, moi, j'aime ça. Tu décides de faire un peu d'argent avec ça, ben tant mieux. Exact. Fais ce que t'aimes, tu vas travailler, ça sera pas une job. Dans le fond, l'image, c'est bon ce que tu dis. L'image que j'aime utiliser, moi, c'est un peu une métaphore que l'automobile n'a pas été inventée pour mettre du gaz. Non. Le gars qui a pensé inventer une patente, une machine qu'on a appelée l'automobile éventuellement, lui, c'était pour le mouvement. Oui. Il s'est dit, avec cette machine-là, ça va aller bien plus vite, puis ça va être moins salissant qu'en cheval. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz dans l'automobile?
Oui. Bien sûr. Ah ouais. Fait que le carburant en business ou en immobilier ou en n'importe quoi, tu en as besoin. Ouais. Sauf que le mouvement vient en premier, puis vous semblez avoir trouvé ça. Ouais, c'est la compétition. J'aime... je sais pas. C'est comme, je reviens à ce que je dis. J'ai embarqué avec mon père dans une business que je savais pas que j'allais aimer. T'sais, oui, j'étais passionné par ça, mais tout le reste, je l'ai fait par passion. Je m'en vais au centre-ville, puis je marche avec quelqu'un. Je regarde les bâtiments partout. Puis c'est la première fois que je vois la fille, puis là, je marche dans le centre-ville, je regarde les bâtisses dans les Je regarde partout sauf en avant, même en auto. Je regarde les commerces, je regarde des bâtisses. C'est pareil. C'est ça. Tu le fais parce que ça te tente, puis je suis en train d'en faire un beau projet de construction qu'on n'a jamais fait de construction, puis j'ai juste hâte de m'asseoir sur ma chaise pour regarder ça. Tu fais pas ça avec une job que tu n'aimes pas. Parce que tu vas dire, crime, je travaille, c'est fatigant, j'ai hâte d'aller boire un verre. Fais ce que t'aimes, là, je te dis, tu vas travailler le dimanche matin. Sûr et certain. Vous avez tout à fait raison. Là, vous avez différents projets. Ouais. Podcast, karting, immobilier, les magasins de liquidation, la shop, la business de Juste du pain. C'est quoi le dénominateur commun? C'est quoi au niveau culture d'organisation, culture d'entrepreneur que c'est la même chose dans toutes les shops, dans tous les business, dans tous vos projets d'affaires? Qu'est-ce qui link la business ou qu'est-ce qui link... Qu'est-ce qui relie, là? Qu'est-ce qui... Ce qu'on appelle le dénominateur commun, dans le fond, c'est de t'entourer de bonnes personnes. OK, ouais. T'entourer de bonnes personnes, puis d'être capable de déléguer. Puis on a parlé tantôt, mais la règle du 80-20, je pense une fois que tu as ces deux, trois aspects-là, tu es capable, d'après ça, d'en ouvrir d'autres business. Si tu fais du micromanagement tout le temps dans une business, ben, ça ne te permet pas d'en ouvrir d'autres. Fait que c'est juste de... Mais il y a tout le temps des défis quand même. Il n'y a rien de facile donc, là. On parle pour parler, là, juste pour le fun. Demain matin, un de vous deux ouvre un commerce de crème glacée. Oui. Puis ça va être pareil. Même affaire, tu trouves les bonnes personnes. C'est moi qui vais vendre le plus de crème glacée sur la rue, ça, c'est sûr. C'est bon, ça. La confiance, après une usine de cornets en arrière. C'est un peu la même affaire, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, d'avoir une bonne idée, croire à ton projet, puis tu y vas. Là. Autrement dit, c'est une game d'être humain. 100%. C'est une équipe. C'est une équipe. 100%. Nous autres, on parle toutes les semaines des courses de Formule 1, puis on parle un peu de gossip, là, à un moment donné, quand il faut que tu parles d'une heure de podcast sur une course de Formule 1, puis on va parler souvent dans l'arrière. C'est des business qui ont 1000, 2000 employés. Là. Tu peux pas rouler ça. C'est pas un one-man show. Là. Non, c'est sûr. Tu parles de dénominateur commun, puis de leadership, puis de délégué. Tabarouette, là. C'est la meilleure business que tu peux pas dire. Compétition, délégué, tout le monde sur le même chemin, la vision. On voit aux nouvelles, là, mettons, à Lewis Hamilton qui gagne. C'est bien beau, Lewis. Mais en arrière de Lewis Hamilton, il y a une équipe de 2000 personnes. Il y a 3 usines. Un gros team. Là, tu parles de 2000 personnes par écurie? Par écurie. Ouais. Wow. Pour construire l'auto, le développement, les stratégies, c'est une grosse opération. Les changements, fait que ça revient à dire que c'est l'équipe derrière qui fait la différence. Le monde voit le gagnant sur le podium, mais il y a plus que ça. Ça veut-tu dire, les gars, que, bon, à 37 ans, ça veut dire qu'il vous reste encore 30-40 années actives comme entrepreneur? Je pense que je vais être comme Buffett, man. À 95, je vais être encore là. J'aime ce que je fais. Hier soir, je coachais deux conférenciers de 83 et 93 et voilà. Wow. Ils aiment ce qu'ils font, c'est sûr. La passion, c'est sûr. Ils drive. Mon point, c'est que vous avez une vision d'avenir sûrement, puis des objectifs, puis il peut se passer un paquet de projets, puis de choses dans votre vie dans les 30-40 prochaines années. Ça va impliquer d'autres êtres humains. 100%. Toujours. Équipe. Puis ce que vous avez réalisé, soit avec la course ou tous les autres business que vous avez eus, c'est que le leadership puis bâtir des équipes, ça va être la clé. Entoure-toi de monde exceptionnel. C'est la même affaire que d'essayer de gros. Je pense, Just, c'est toi qui le dis le meilleur, mais t'es la somme. Ben, c'est pas juste Just qui dit ça, mais t'es la somme souvent du monde qui t'entoure. Regarde tes 5 derniers appels, tes 5 derniers messages textes. Ouais. Ça, c'est vrai. Là. En entrepreneuriat, c'est ça. Dans ta business, ça va être ça. Pour accroître ta business, ça va être ça. Business is people, en anglais, ils disent. C'est juste Raymond, ça. il dit souvent qu'il faut apprendre à congédier des gens autour de toi. Comme des amis. Il y a des gens des amis, qui te drag down, des membres de la famille. Mais tu sais, ça veut pas dire de ne plus aller au baptême de ta nièce. Parce que ça veut juste dire que quand tu vas passer du temps consciemment à dire je veux m'élever, ben, tu vas le faire avec des gens qui vont t'inspirer. Tu ne parles pas avec des gens qui n'ont pas de succès. Non. De succès.
ça sert à rien. Probablement, ils vont te regarder en voulant dire, es-tu péteux, lui? Tu sais, ça n'a pas de sens. Il parlait de travail. Oui, c'est ça. La il nature, est fatigant, il est péteux, mais si tu jases avec quelqu'un qui a du succès, puis tu essaies de rentrer dans son quotidien, comment est-ce qu'il fait ça, puis tu lui poses des questions, probablement, il va être intéressé à ça parce qu'il va parler de lui. Puis deuxièmement, toi, tu vas aller chercher tous les trucs que tu as besoin pour t'élever dans la vie. Tu dis prendre, mais donner des trucs aussi, c'est le fun. Tu es le premier à donner énormément de trucs. Puis je t'allais à mon chapeau, tu as beaucoup plus donné que tu as reçu, je suis sûr et certain. Oui. Puis au travers des années, tu en as fait des conférences, puis donné ton temps. Mais j'ai reçu plus de coups de pied dans le cul que j'en ai donné. Mais dernièrement, des fois, on partage, il faut faire la notion entre partager un succès puis se vanter d'un succès, c'est deux choses. C'est vrai. Puis des fois, partager ses succès, ses accomplissements, ces mini-victoires, on en parlait avant le podcast, ça amène que les gens, OK, il y a du succès, je vais lui demander des créations. Puis là, à un moment donné, tu te fais poser des questions. Comment tu fais pour acheter ci? Comment tu fais pour gérer 2 business? Comment tu fais pour en gérer 4? Puis donner, je trouve que c'est aussi le fun que recevoir. J'ai vraiment appris à donner dernièrement, dans la dernière année, puis j'aime ça. Il y a deux pépites d'or là, dans les 2-3 dernières minutes qu'on vient de discuter. La première, on a parlé de réseau, l'important de s'entourer. Ouais. La nature nous offre des leçons souvent là, puissantes. Prends ce qu'on appelle un atome de carbone. Oui. Vraiment, c'est basic là, comme matériel. Là. Avec un atome de carbone, tu peux faire 2 choses, si tu veux. Tu peux faire un crayon à mine ou tu peux faire un diamant. Avec la même matière de base. Sa différence, c'est comment l'atome est disposé en réseau. Wow! Fait que comment le réseau est bâti autour de l'atome? Ben, il va y en avoir plusieurs atomes de carbone, on s'entend, là. Comment le réseau est bâti, tu peux faire un diamant ou un crayon à mine. Fait que c'est sûr, tu écris un chèque ou tu collectes. L'autre chose, c'est quand on parle de données, souvent, c'est quand on a commencé à le faire qu'on se rend compte comment ça nous nourrit spirituellement. C'est même beaucoup de gens qui lisent du développement personnel dans notre gang, dans notre communauté. Abraham Maslow, le père de la pyramide des besoins, la pyramide hiérarchique des besoins. Abraham Maslow a créé sa première pyramide dans les années 40, là, alors qu'il était au pic là, de sa carrière de psychologue. Un peu avant sa mort, en 70, il a rajouté sur le top de la pyramide ce qu'on appelle la transcendance de soi. Autrement dit, servir une cause plus grande que soi. Fait qu'un coup, là, quand tu regardes la pyramide, elle est progressive. Les besoins de sécurité physiologique, après ça, être capable d'avoir un job, payer tes billes, puis après ça, être capable de contribuer, puis ainsi de suite. L'estime de soi, la confiance, l'épanouissement. Et on a souvent pensé que l'épanouissement de soi, c'est-à-dire être fier de la job que tu fais, c'était le dernier bloc de la pyramide. Lui, avant sa mort, il a rajouté un autre qui est servir une cause plus grande que soi. Wow. C'est là que, c'est correct, là, tu sais, il y a une progression dans la pyramide, là. Fait que tu assures la sécurité de ta famille et de toi-même. Tu envoies tes enfants à l'école, puis tu essaies de leur donner le mieux, puis après ça, tu sais, il y a différentes étapes. Sauf que quand tu as réussi comme entrepreneur, là, ou comme leader d'opinion, ou comme leader, la meilleure façon de continuer à te réaliser puis à te nourrir, c'est de servir une cause plus grande que toi. Bien, c'est pour ça que souvent, on voit les entrepreneurs qui ont un certain succès, vouloir prendre la parole, vouloir donner des conférences, vouloir aider, ça les nourrit. Siéger sur des conseils d'administration de fondations. C'est toutes des choses que ça l'aide les autres, puis ça rapporte pas grand-chose. Des conférenciers au Québec qui font vraiment de l'argent avec ça, là, non. Il y en a pas. Je là. pense pas c'est des petits cachets, puis souvent, c'est vraiment bénévole. Là, c'est ça. La poitrine de poulet. Tu manges gratis, t'as un verre de réchauffé. Je suis d'accord. Messieurs, ça passe tout le temps très vite, nos épisodes. L'épisode tire à sa fin. Comme mot de la fin, chacun votre tour, si on vous demandait, on a une communauté d'entrepreneurs et d'immopreneurs ou d'investisseurs immobiliers qui, pour la plupart, n'ont pas passé à l'action encore ou hésitent. Quel message d'inspiration en terminant vous pourriez le partager? Moi, je dirais ça a l'air plate à dire, mais de ne pas écouter le monde autour. Parce que c'est très vrai, ça. Pas plate, c'est très... Puis, tu sais, je parle autant de j'allais ma famille, mais c'est du monde plus réservé, mettons. Puis, si j'aurais écouté le monde proche, j'aurais jamais acheté d'immeuble. Parce que c'était trop cher. C'était trop risqué. C'était trop cher il y a 7 ans, ton parc a doublé de valeur. Exactement. C'est trop risqué. Attends. Ça va baisser. Fait que, en gros, résumé de ça, c'est de pas nécessairement écouter le monde autour de toi, d'entourer des bonnes personnes, de croire en toi-même, puis foncer.
Puis d'avoir de la constance. Constance, c'est une des choses les plus importantes. C'est vraiment super ce que tu dis. Puis au niveau de l'immobilier, moi, je suis très proche de Jacques Lépine. Puis Jacques Lépine, dans les années 80, le monde, il disait c'est beaucoup trop cher. Il payait 20 d'intérêt sur une. Il payait 20 d'intérêt. C'était trop cher le taux d'intérêt. Les maisons, les immeubles étaient trop chers. Puis, tu sais, il payait un triplex genre 30 000 dans le temps. Avoir su. Chaque fois qu'on a acheté un immeuble, on le trouvait trop cher. 3 ans tout le temps trop cher. C'est un vol. C'est un vol, c'est ça. Comme que Jocelyn dit, des fois, tu me l'as dit souvent, c'est le temps arrange les choses dans l'immobilier. Fait que, des fois, le cash flow n'est pas nécessairement bon. Mais tu laisses 1 an ou 2, puis là, ça s'améliore, les revenus, exact. Fait que c'est ça. Pierre-Luc? C'était quoi donc la question? Une petite leçon en terminant comme closing là, pour... En affaires ou en immeuble, n'importe quoi. Acheter une business, partir une entreprise, tu seras jamais prêt. C'est comme faire un enfant. Peu importe ce que tu vas te faire entendre, tu seras jamais prêt. Lance-toi. Le monde dit comment tu fais? Je saute en bonne vue, puis j'accorde bien même, puis je m'attache en chemin. Crée-moi quand t'es dans les airs, tu trouves la solution de régler le problème parce que l'asphalte, elle s'en vient. C'est bon. T'as plus le choix. Fait que, acheter un immeuble, tu seras jamais prêt. Pas le choix. Le premier refinancement qu'on a fait, le premier achat qu'on a fait, écoute, on ne savait aucunement où on s'en allait. Là. On avait nos maisons en garantie. On était inconsciemment incompétents. Ouais. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est Patrice Menard. Patrice Menard. C'était 4 stages, je ne me rappelle pas lesquels. Nous autres, on est rendus incompétents, consciemment. Non, compétents, inconsciemment, en tout cas, de quoi de même. Puis, tu sais, il faut juste que tu te lances. Il faut juste que tu te lances en affaires. Tu pars un barbershop, parle-les. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas retourner de ce côté? Tu comprends? Achète un immeuble. Qu'est-ce que tu vas... tu trouves des solutions à fur et à mesure. Mais souvent, quand on attend d'être fin prêt, d'avoir tous les paramètres, d'avoir tout ce qu'il faut, on ne passera pas à c'est ça. Tu passes pas à l'action. Tu freezes. Puis si tu dis, en cours de route, je ferai un site Internet. En cours de route, j'aurai des cartes d'affaires. En cours de route, c'est un peu comme quand je raconte l'histoire de mon marathon. Tout le monde me disait, hey, tu t'entraînes-tu? Puis je m'étais engagé publiquement. Ouais, je m'achète des souliers, puis je vais aller courir. Là. Mais j'avais pas besoin de nouveaux souliers. C'était juste une excuse que le moins intéressant disait hey, t'es mieux sur le sofa que de courir. T'sais. Exact. Je vais finir là-dessus, tu fais penser à ça. Quand j'ai failli perdre ma jambe, je m'étais dit si je sors d'ici, je fais un marathon, je retourne au championnat du monde des courses de kart que je fais. Puis, en tout cas, je suis retourné au championnat du monde, fini deuxième, nanana. Puis, j'en fais encore m'amuser, mais le marathon, je l'ai fait de reculons. Puis, tu sais, exactement, c'est comme t'étais pas prête, whatever. Le plus long que j'avais fait, c'était 15 km. Là, j'étais arrivé une fin de semaine. Jeff a dit t'es un malade, man. Je me suis inscrit. 42 km. J'ai fait mon 42 km, pas marché pendant 4 jours, mais je l'ai fait. Tu comprends? C'est la même affaire que partir en affaires. Tu sais, à un moment donné, donne-toi un coup de pied dans le cul. Tu n'as peut-être pas préparé comme tu étais supposé te préparer. Mais tu ne seras jamais prête. Merci, messieurs. Merci, c'était vraiment super. On continue à vous suivre dans le podcast Sans Limite. Les lundis soirs, ça va sortir après chaque course, c'est ça? Exactement. Donc, exactement. Avec Alexandre Tagliani. Ouais. Y a-t-il un autre partenaire? Vous êtes juste 3? Vous êtes 3? On est 4. Sam de G Media qui fait tout le contenu. Super. Merci beaucoup de l'invitation. Plaisir. Merci, les gars. Merci. Belle, intense, court et intense, de belles pépites d'or. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Merci les auditeurs, on dit-tu téléspectateurs? Non, podcasteurs. 37e épisode maintenant complété. Vraiment des belles pépites d'or encore une fois. On se revoit la semaine prochaine, même en même poste.